on reçoit 2 journalistes, pas comme les autres, elles non plus. Catherine Ney, merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste politique, on vous retrouve sur Europe 1 et dans les colonnes de Valeurs Actuelles. Le tome 1 de vos mémoires à succès s'appelle Souvenirs, Souvenirs, chez Robert Laffont. Il est paru l'an dernier, je l'ai dans les mains, et c'est une pépite. Ça va des années Pompidou à l'élection de Chirac. Et on attend désormais le tome 2, mais là, il va falloir un petit peu patienter, je crois. Oui, jusqu'à la fin de l'année prochaine, oui. Voilà, donc encore un petit peu de patience. Et à vos côtés, Anne Fulda, merci d'être avec nous, journaliste politique également, responsable de la rubrique Portrait au Figaro. Vous avez écrit plusieurs livres, notamment le best-seller Macron, un jeune homme si parfait. Et votre dernier né s'appelle Mes très chers monstres. Il est disponible aux éditions de l'Observatoire. Alors Anne, vous le dites en préface, votre premier monstre que vous n'avez jamais rencontré, c'est Nino Ferrer. Vous aviez 4 ans et il chantait ça. Gaston, y a le téléphone qui sonne et y a jamais personne qui répond. Bon, bon. Gaston, y a le téléphone qui sonne et y a jamais personne. Allez-y, chantez, hein, Gérard. qui répond. Chante fort. Bon. Nino Ferrer, c'est la célébrité, c'est ça qui vous a intrigué? Ah non, c'était pas la célébrité. J'aimais beaucoup cette chanson, donc là, j'étais pas encore fascinée. Enfin, je sais même pas d'ailleurs si je suis fascinée par la célébrité. C'est pas. Mais c'est vrai que, enfin, c'est la première personne que j'ai vue par écran interposé et qui m'a fascinée. Voilà. Donc. Qu'est-ce qui vous a fasciné comme ça chez Nino Ferrer? Pourquoi Non, mais bon, là, C'était la chanson. j'étais petite, j'étais 5 ans. Oui, j'avais 5 ans, donc bon. Parce qu'elle était drôle, cette chanson. Oui, cette chanson était drôle. Et puis lui, je trouve qu'il, je sais pas, il avait une présence, une prestance. Il n'était pas comme les autres chanteurs de l'époque. Et je sais pas, lui, c'est vrai, me plaisait particulièrement, je dois dire. J'aimais beaucoup Nino Ferrer. Et vous, Catherine, quel a été le déclic, le point de départ? Vous parlez au début de votre livre d'une inconnue dans le train. Oui, oui, d'une femme qui avait l'air de maîtriser sa vie, qui était sortie du compartiment voisin pour fumer, là, et je la voyais rêver en regardant les paysages, tandis que les voyageurs la bousculaient. Et puis voilà, je disais, voilà, c'est une femme qui voyage seule, qui est indépendante. Vous avez imaginé sa vie, quoi. Je me suis dit, qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle est journaliste, et voilà, je me suis dit, ben voilà, je serai comme elle. Alors peut-être. Mais vous n'avez jamais su si elle était journaliste? Pas du tout, non, mais c'est cette notion de liberté, de voyager seule et de maîtriser sa vie et d'avoir l'air, non pas impérieuse, mais contente de sa vie, voilà. Et vous fumez, vous aussi, alors? Non, je fumais pas, non. Mais j'aspirais je humais cette odeur de tabac blanc et ça me grisait. Ouais. Et Catherine vous elle donnait envie d'être journaliste, Anne Fulda, ou en tout cas, elle est l'incarnation, justement, peut-être que cette femme du train vous a bien inspiré, puisqu'elle est l'incarnation, Catherine, pour vous, de l'image de la femme libre. Oui, enfin, pas que de la femme libre et de la journaliste libre, de la très bonne journaliste. Enfin, on va pas. Mais bon, si, pourquoi pas, de se faire des compliments quand. Bah oui, non, mais oui, ça fait du bien. oui, donc c'est vrai qu'il y avait deux. Non, mais il y a réciprocité en compliments, oui, parce que. Mais d'ailleurs, ce qui est là, je vais drôle, rougir comme du temps de Nino Ferrer. Et j'avais 2 figures, qui étaient comme ça. Il y avait Catherine Ney, et puis Françoise Giroud. C'était 2 pour des raisons différentes et complémentaires, mais enfin 2 très grandes journalistes. Et 2 femmes libres aussi dans leur façon de vivre. Et j'aimais aussi. Et 2 femmes élégantes aussi. Mais c'est important aussi, le style. Oui, c'est vrai que c'était Et des femmes pour qui moi ont été quelque chose importantes dans d'important. l'histoire des femmes. Et qui étaient. C'est vraiment, voilà. elles ont porté la parole féminine, une autre vision des choses. Enfin, Mais bon, je peux pas dire que très important. Françoise Giroud, j'aimais son écriture beaucoup, j'aimais ses positions. C'est pas sa figure comme lorsqu'elle est entrée au gouvernement sous Giscard. Enfin oui, j'ai trouvé ça bien dans son parcours effectivement. C'est des femmes qui sont entrées dans un monde d'hommes. Enfin, je trouve que c'est parmi les premières qui ont mis le coin, qui ont ouvert vous pareil. C'est-à-dire que c'était vraiment. C'est des milieux où il y avait que des hommes et vous êtes arrivés et ça a permis à d'autres, par votre exemple, à rentrer dans le système, je crois. Quand Jean-Jacques nous a envoyés avec Michel Cotta et Irène Allier à l'Assemblée nationale, nous étions 3. Jean-Jacques Servan-Schreiber. Servan-Schreiber, oui. Nous étions 3 et puis très vite, tous les journaux ont dépêché des femmes parce qu'ils ont compris que c'était important. Et Françoise, et surtout Jean-Jacques, parce qu'on a dit c'est Françoise qui voulait des femmes, c'est Jean-Jacques qui avait confiance dans les femmes. D'abord, le fait qu'il ait fait un journal avec François Giroud, ça prouve qu'il avait confiance. Et puis, il y avait sa mère, ses sœurs. C'était un homme qui était entouré de femmes. Et là, il pensait que
pour parler des politiques, comme c'était le News Magazine où on commençait à parler de la politique, mais en mettant un peu de la patte humaine, vous voyez, parce que pour intéresser les auditeurs, il disait qu'une femme était peut-être plus réceptive et qu'un homme politique pouvait mieux parler, mieux se confier, ce qui permettait de donner une autre dimension au News Magazine. Et c'était vraiment le cas? Vous sentiez qu'il y avait une différence d'approche entre un journaliste homme Écoutez, par exemple, plus tard, quand je suis arrivée à Europe et que je couvrais un congrès avec Gérard Carrérou, on voyait les mêmes choses, on ne disait pas les mêmes choses. Vous voyez, on trouvait des angles différents. Vous voyez. Gérard, c'était plus analytique, et puis moi, je mettais plus en perspective les rivalités des uns des autres, les caractères, vous voyez. Et donc, on traitait la même chose, mais sous deux angles différents. Anne, dans vos portraits, il y a, donc dans vos très chers monstres, il y a Catherine Ney. En quoi Catherine est-elle un monstre? Mais en fait, les monstres sont ceux qui se distinguent par quelque chose d'exceptionnel et par le fait d'arriver finalement au sommet dans leur spécialité. Et je trouve que Catherine Ney y est parvenue parce que elle a une plume, une façon de parler qui est absolument inimitable et singulière, une petite musique à elle. Et c'est vrai qu'elle s'est imposée comme la journaliste politique, enfin à mes yeux en tout cas. Comme les monstres, il y a une patte, il y a une griffe. Oui, alors bon, moi c'est une sélection tout à fait subjective que j'ai faite. C'est vrai que les personnes que j'ai rencontrées, en général j'étais intriguée et avec de l'admiration, parce qu'en fait c'est une forme de fraternité de l'excellence que j'ai voulu réunir dans ce livre. Elle a une manière, enfin vous avez une manière aussi de d'écrire un peu romancier, c'est-à-dire que vous faites passer des choses intelligentes, analytiques et choses que les hommes souvent n'ont pas. C'est-à-dire que on a l'impression de lire une vraie histoire, c'est-à-dire qu'on est passionné, alors que certains hommes, la plupart, ont l'impression d'avoir des théories, leur intelligence, qu'ils étalent un peu et tout, tandis que vous êtes passé l'humain, c'est-à-dire que ça explique... Oui, mais ce qui nous rapproche, Anne et moi, parce que dans ces très chers monstres, alors évidemment, quand j'ai vu que j'en faisais partie, c'est drôlement flatteur. Oh ben comment, là, j'étais grisée, là, je la remercie beaucoup, parce que, et je vois de tout ce qu'elle écrit, elle mêle aussi à la fois des choses vues, de l'analyse, et puis on sent les personnages. Alors on ne peut pas faire ça avec tout le monde, parce que c'est vrai, pour que ça soit intéressant, il faut d'abord un vrai caractère, si vous voulez, puis peut-être un passé, une ambition, des douleurs passées, en fait tout ce qui construit un personnage et qui fait que la politique est très intéressante, parce que c'est un théâtre avec des personnages, et c'est le grand roman de la politique, on peut lire comme ça, vous voyez. Et je trouve qu'Anne, quand elle fait ses portraits, y compris dans Le Figaro, là je lui parlais de son dernier portrait du majordome de Jean d'Ormesson. Bon, mais j'ai trouvé ce papier formidable, parce qu'il en disait plus sur le maître que peut-être d'autres livres, vous voyez. Et ça, elle le perçoit très bien. Peut-être que c'est une approche féminine, j'en sais rien. Il y a beaucoup d'hommes qui peuvent écrire comme ça, mais c'est vrai que je me sens, il y a une parenté peut-être entre elle et moi, oui. Est-ce que ça vous est arrivé d'avoir un personnage ou une femme ou un homme où vous n'avez pas reçu d'émotion, on ne va pas arriver à transmettre d'émotion? C'est-à-dire qu'avoir un personnage comme ça, avec son image carrée, et vous n'êtes pas arrivé à trouver la brèche, oui, ça m'arrive, ça m'arrive encore aujourd'hui. Moi, je peux dire que Emmanuel Macron, j'étais sûre que vous alliez évoquer parce qu'il y a des vibrations. Enfin, vous voyez, c'est pas quelqu'un que j'ai envie de voir, d'approcher. D'abord, je ne saurais pas quoi lui demander. Et je ne sais pas par quel bout l'approcher. On voit bien que c'est d'une ductilité intellectuelle exceptionnelle, une hypermnésie qui permet voilà, il peut parler 6 heures sans notes en connaissant les dossiers par cœur, mais vous voyez, il ne me touche pas au cœur. Et je ne sais pas où sont les... Et pourtant, il a une ambition. Ah non, mais ça, qu'il ait une ambition, d'abord, il est phénoménal. Il est désincarné. Il y a quelque chose de désincarné chez lui, en fait. Vous l'évoquez, il fait partie de vos chers monstres. Je l'évoque, oui, parce qu'en plus, et donc, c'est quelqu'un qui, on peut dire quelquefois chapeau, on trouve qu'il est formidable, qu'il a bien réussi un discours, et puis quand il parle, on dit « Ah, encore !» Vous voyez, il parle souvent en ce moment. Il parle souvent, vous voyez, trop d'impôts, tu l'impôt, trop de paroles, tu la parole, peut-être aussi, vous voyez. Mais c'est quelqu'un qui me touche rarement, qui m'intéresse quelquefois et qui touche rarement. Enfin, je le ressens comme ça. Peut-être que d'autres le... C'est ce qui ressort finalement au creux du portrait que vous faites de lui, c'est-à-dire de ce jeune homme si parfait, tellement parfait qu'on ne trouve pas d'aspérité. Par exemple, j'ai pas que des portraits de politiques. On évoquera d'autres portraits d'acteurs, mais il y a le portrait de Valéry Giscard d'Estaing que Catherine Ney a certainement mieux connu que moi. Moi, je l'ai connu une fois qu'il n'était plus au pouvoir.
mais dans sa maladresse, il était touchant, en réalité. Alors qu'effectivement, il avait une espèce presque un handicap à s'exprimer, enfin à établir le contact avec les autres. Mais il y avait quelque chose de touchant dans son désir d'y parvenir quand même. Et c'est vrai que on le sent moins, peut-être parce qu'il y a une carapace très, très forte chez Emmanuel Macron. C'est plus compliqué. Non, mais c'est vrai que Giscard était un handicapé de l'affect qui voulait séduire, vous voyez, et qui voulait être aimé, et qui faisait des choses pour montrer qu'il était proche du peuple, alors que c'était quand même un grand aristocrate qui vous regardait de son regard surplombant, un peu, voilà, qui méprisait les autres, et qui faisait les choses que font, disons, le commun, mais mal. Vous voyez, il joue de l'accordéon, mais pas bien, il joue au tennis, mais pas bien. Enfin, et puis s'exposer sur un terrain de football. Il joue au foot, c'était terrible. Oui, c'était terrible, vous voyez. Mais il essayait d'être... un effort, oui. Voilà. Chirac aussi avait cette maladresse un peu. Ah oui, non, mais Chirac, mais il jouait pas, il était comme ça. Ouais. Il essayait pas d'être, il était. Il était comme ça. C'est ça la différence. Et je veux dire, on a aimé Chirac, qui a été pas un très bon président. Il a fait moins de choses, finalement, que Valéry Giscard d'Estaing en 7 ans. Parce que là, on le redécouvre, Giscard. On dit, regardez quand même tout ce qu'il a fait, malgré le choc pétrolier, malgré le chômage qui montait, et malgré le fait qu'il y avait comme un voile de fumée devant ce qu'il faisait, parce que c'était justement par ses gadgets à répétition, vous voyez. Et donc, on se moquait un peu de lui. Vous voyez. Il a lui-même gâché son septennat en étant... par sa communication, vous voyez. Un monstre sacré, c'est le premier d'ailleurs qui inaugure votre livre, Anne, c'est Gérard Depardieu. Il a toutes les caractéristiques, lui. Oui, il a des caractéristiques évidentes par sa corpulence, cette panse comme ça qui va et vient en fonction de ses régimes, par cette voix, par ce charisme extraordinaire, ce talent hors norme, parce que c'est quand même le plus grand comédien français, je trouve. Et c'est un monstre aussi par son hypersensibilité, lui, pour le coup, et par une forme d'extra-lucidité qu'il a sur les êtres. Alors ça, c'est quelque chose d'assez bouleversant. Et lui, c'est quelqu'un qui touche à l'émotion, vraiment. Et qui vous a touché directement? Alors moi, vraiment, oui, il m'a touchée. C'est vrai que je l'ai raconté que la première rencontre que j'ai eue avec lui, c'était mal passé dans un premier temps. Enfin, il était très mauvaise humeur. Le photographe qui était venu pour le prendre en photo avant était ressorti tout tremblant, d'émotion, en me disant je te souhaite bonne chance. Et j'avais senti au début que il jurait. On sentait qu'il voulait tester un peu. Il s'est dit cette bourge, on va voir. Puis j'étais assez impassible. Et puis au bout d'un moment, c'est vrai qu'il s'est calmé, il a commencé à lire des textes, et quand il commence à lire des textes, déjà la magie commence à opérer. Et c'est vrai que dans les textes qu'il a lus, il y a une chanson de Barbara, et qu'après il m'a fait écouter ces enregistrements qu'il avait fait de Barbara, et que c'était absolument vraiment magnifique et bouleversant. Et d'ailleurs, ça a donné un spectacle absolument sublime. Le spectacle qui est absolument superbe. Et ce petit cadeau que vous nous offrons. Voilà combien de jours, voilà combien de nuits, voilà combien de temps que tu es reparti. Tu m'as dit cette fois c'est le dernier voyage, pour nos cœurs déchirés c'est le dernier naufrage. Au printemps tu verras, je serai de retour, le printemps c'est joli pour se parler d'amour. Nous irons voir ensemble les jardins refleuris et déambulerons dans les rues de Paris. Forcément, on imagine que là, exercer votre métier de portraitiste, mais c'est un cadeau immense, parce que une rencontre avec Gérard Depardieu qui lit les textes de Barbara. Et puis il a chanté, c'est-à-dire qu'il a chanté, il m'a chanté, en fait, il m'a fait écouter les enregistrements, il n'avait pas encore fait le spectacle, on ne savait pas encore qu'il avait enregistré, et on était dans une chambre de son hôtel particulier, tout bien, tout honneur, chacun sur son lit, et j'ai entendu ça, j'ai commencé à pleurer tellement j'ai trouvé ça beau, parce que Barbara, moi j'avais écouté, je l'avais entendu il y a des années, et la première fois que je l'ai entendu sur scène, ça avait fait la même chose, j'avais pleuré. Et là, je trouve que c'était la première fois qu'il y avait quelqu'un qui savait restituer Barbara, là encore en allant droit au cœur. Et ce qui est fou chez lui, c'est que, oui, il y a ce côté monstrueux, mais il y a quelque chose d'extrêmement fragile et de féminin aussi chez lui. C'est ça qui est fou. Il est comme un funambule, quoi. C'est énorme, mais en même temps, pour chanter Barbara avec autant de délicatesse, il faut quand même une grande part de sensibilité. Mais quelle est la chose chez Gérard Depardieu qui fait partie de vos monstres? Mais vous le dites, vous faites des hommes politiques, des comédiens, des chefs comme Bocuse et tout. Mais vous dites que c'est pas Bocuse, c'était Savoie. Et vous dites que Gérard Depardieu, parmi toutes ces
personnalités, tous ces mondes, c'est celui qui vous a le plus touché. Alors pourquoi Parce que justement, il a touché une corde sensible, quoi. C'est-à-dire, peut-être qu'il a fait rejaillir une émotion que je n'avais pas eue depuis longtemps. C'était la même émotion que j'avais eue en écoutant Barbara pour la première fois. Et puis c'est vrai qu'après, je l'ai vu plusieurs fois, pas assez souvent à mon goût, mais c'est vrai que à chaque fois, c'est un passeur de culture. Et il a une capacité extraordinaire, il a une curiosité insatiable, un goût pour, comme il écrit dans son dernier livre, pour les ailleurs. Et à chaque fois, il me lisait des textes, soit d'un rabbin de Waknin, soit d'un grand écrivain, Et à chaque fois, c'est vrai que ça vous transporte, quoi. En fait, oui, ça fait petite. Catherine, il y a beaucoup de sensibilité. On le sent chez vous deux, un intérêt pour la psychologie. Il faut aussi avoir des tripes, un sacré tempérament, parfois, pour aller se confronter à ce qu'on appelle des fauves. En politique, on parle souvent de fauves politiques. Est-ce que vous avez toujours eu ça en vous? Une forme de carapace aussi, pour aller chercher des informations chez des hommes parfois roublards, parfois dominateurs, parfois... Les fauves, là, c'est vrai que quand j'ai débuté, c'était du temps la fin du général de Gaulle, Pompidou, et c'est vrai que les hommes politiques qu'on allait rencontrer avaient fait la guerre. C'était la génération qui avait souffert, qui avait un passé, qui avait une rigueur, qui avait des idées de transformer la France, si vous voulez. Donc, on en avait peur, mais on apprenait aussi beaucoup avec eux. Puis c'était des hommes, si vous voulez, c'était la période où, je ne peux pas vous dire qu'ils ne faisaient pas la cour, mais ils faisaient une proposition, et s'il n'y avait pas adéquation entre l'offre et la demande, on disait, mais ça n'avait pas, vous voyez, il n'y avait pas de harcèlement. Oui, non, et donc, c'était des hommes auprès desquels on apprenait, qu'on pouvait admirer, vous voyez. Alors, vous parlez des grands fauves, maintenant, on a plutôt... des chatons. Voilà, des petits chats, c'est ce que j'allais dire, des petits chats. Mais à ce point-là, vraiment, mais c'est terrible comme constat, ce que vous faites. Mais oui, mais je veux dire, c'est terrible, mais ça va avec l'air du temps. Vous savez, aujourd'hui, pour faire de la politique, il faut être drôlement courageux. Je veux dire, il y a les réseaux sociaux, il y a la transparence, il y a vous êtes accablé et vous n'êtes pas élu, que vous êtes déjà accablé. Dès que maintenant la société est tellement divisée, c'est que dès que vous voulez réformer, c'est la fronde, et puis maintenant ces manifs. Enfin, c'est devenu presque ingérable la France. Alors on comprend que des gens qui ont des capacités n'ont plus envie de se risquer, parce que, comme me l'a dit un garçon qui vient de refuser de se présenter à la présidentielle, il m'a dit, moi je sais que la politique c'est le malheur. Vous voyez Donc, c'est ça le malheur, carrément. Le malheur. Le malheur. Alors, on va revenir à une époque où c'était moins le malheur, en tout cas tel que vous racontez. Oui. On va regarder un face-à-face avec Jacques Chirac. Vous voulez bouter les Anglais dehors. Tout ce que dit Margaret Thatcher sur la crise actuelle n'est pas faux, il n'y a pas que des sottises. Alors, je voulais vous demander si c'était bien réaliste de faire cette proposition. Et cette question en appelle une autre. Moi, quand je vous entends, je me demande s'il n'y a pas une confusion. C'est-à-dire, c'est bien à François Mitterrand que vous voulez succéder et pas à François Guillaume. Vous ne vous trompez pas de François. Un peu facile, chère Catherine Ney. J'ajoute que pas très convenable. Vous y allez quand même gaiement, là, face à lui. Oui, je me rappelle plus. Oui, pas très convenable. Alors ça, c'était une phrase de Maurice Couve de Murville. Et ça revenait, mais là, tout le temps. Pas très convenable, c'est pas très convenable. C'est une manière, mais... Et ça ne vous a pas du tout déstabilisé pour autant? Non. Et alors, c'est étonnant parce que vous le racontez dans vos mémoires que parfois, vous n'avez pas confiance en vous, que vous n'êtes pas forcément si pleine de certitude. C'est d'ailleurs peut-être pour ça que vous avez intitulé le chapitre sur Catherine Ney, La méprise des apparences. Derrière votre grande taille, derrière votre assurance, il y a peut-être des failles aussi. Mais bon, voilà, vous y allez quand même. Des failles, oui, ma taille, oui, je me sens encore souvent encombrée de moi-même, ça c'est vrai, je le dis. C'est quand vous mesurez 1m70 pour votre communion solennelle et qu'on crie « Vive la mariée », ça vous marque, quoi. Non, je veux dire, non, mais voilà, c'est ça, il ne faut pas exagérer non plus, quoi. Mais il faut quand même une bonne dose de confiance pour aller sur le terrain ou les terrains où vous êtes allé. Ou d'inconscience. Seuls les timides sont effrontés, vous savez. Anne, il y a plus d'hommes que de femmes dans vos portraits? Il y a des femmes d'abord, il y a Isabelle Huppert, il y a Brigitte Bardot. Et puis j'avais fait il y a 4 ans un livre qui s'appelait Portrait de femmes, où il n'y avait que des femmes. Et je me suis dit pourquoi
mettre de côté les hommes. Donc il y a des hommes assez différents. Il y a des chanteurs, il y a Michel Sardou. Schwarzenegger. Il y a Schwarzenegger, il y a Harvey Weinstein. Il y a Harvey Weinstein aussi. Oui, vraiment. Oui, alors ça m'a étonné parce que il y a Christophe de Margerie, Bernard Arnault. Tous les monstres que vous évoquez, on sent qu'il y a une tendresse quand même pour eux. Pas tous. Globalement. Harvey Weinstein, on sent qu'il n'y en a aucune. Mais lui, c'est vraiment le monstre tout court. Oui, alors je dois préciser que lorsque je l'ai rencontré, c'était en marge d'un festival de Cannes et c'était avant l'affaire. Et c'était le roi du cinéma. À l'époque, tout le monde lui baisait la babouche quand même, il fallait voir. Néanmoins, ça ne le rendait pas sympathique pour autant parce que effectivement, il y avait quelque chose de rude, de brutal chez lui qui apparaissait de prime abord. Et dans le même temps, ça a été un génie dans le cinéma. Il faut pas oublier ça. On peut être un monstre génial. Et c'est vrai que lui, c'est devenu un monstre premier degré. Exactement.